Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un élément assez spécifique du contrat de travail en France. Un truc qui peut avoir de sacrées conséquences, la clause d'exclusivité. Hmm. On s'appuie sur un article bien fait du site La Paix Facile. L'idée, c'est de comprendre ce que ça implique vraiment pour un salarié. Oui, exactement. Et d'entrée de jeu, attention, hein, faut pas confondre cette clause avec d'autres notions. Ah oui, comme quoi par exemple? L'obligation de loyauté déjà. Elle existe toujours, clause ou pas clause. Et puis, il y a aussi la clause de non-concurrence. Qui, elle, intervient après le contrat, si je me souviens bien. C'est ça. La non-concurrence, c'est pour l'après. L'exclusivité, c'est pendant. C'est fondamental de bien distinguer. D'accord, très clair, c'est une bonne base. Alors, allons-y. Concrètement, la clause d'exclusivité, c'est quoi? Si mon contrat, il a ça dedans, ça veut dire quoi pour moi? Mais en gros, c'est une ligne écrite dans ton contrat, que ce soit un CDD ou un CDI, hein, et cette ligne, elle dit que tu n'as pas le droit d'avoir une autre activité professionnelle. Une autre, n'importe laquelle. Oui, que ce soit pour un autre patron ou même à ton compte, genre auto-entrepreneur. Et ça pendant toute la durée de ton contrat. Ah oui, quand même. Et même si l'autre activité n'a rien à voir, si elle n'est pas concurrente. Un principe, oui. Peu importe si c'est concurrent ou pas, le point clé, c'est vraiment le pendant. Ça joue tant que le contrat est actif. D'accord. Donc ça bloque vraiment toute autre source de revenus pro pendant le contrat. Ça me paraît hyper contraignant. Ça l'est. Est-ce qu'un employeur peut mettre ça comme ça facilement? J'imagine qu'il y a des règles, non? Ah bah oui, heureusement. Ce n'est pas si simple. Pour qu'elle soit valable, cette clause, il y a des conditions. Et elles sont strictes. Et il faut que toutes soient remplies. D'accord, je t'écoute. Quelles sont ces conditions? Alors, premièrement, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. C'est pas juste pour faire joli, quoi. Indispensable. Et c'est à l'employeur de le prouver, ça. Exactement. C'est à lui de montrer en quoi c'est nécessaire. Ensuite, deuxième point, elle doit être justifiée par la nature du poste. Mhm. Souvent, on la trouve pour des postes un peu stratégiques, des cadres, des commerciaux, des gens qui ont accès à des infos sensibles, par exemple. Logique. Et la suite? Troisième condition, proportionnée au but recherché. C'est crucial, ça. Proportionnée? C'est-à-dire, Ça veut dire qu'elle ne doit pas empêcher le salarié de travailler de façon excessive. Elle doit être ciblée. Interdire toute activité, même bénévole le week-end, ça serait sûrement jugé disproportionné, tu vois. oui, je vois. Ok. Et enfin, évidemment, tout ça doit être écrit noir sur blanc, de manière claire et précise dans le contrat. Et le salarié doit l'avoir accepté, donc signé. D'accord. Ça fait pas mal de verrous quand même, hein. On sent bien que la loi essaie de protéger la liberté de travailler, là. Tout à fait. Du coup, même si une clause est écrite, est-ce qu'il y a des situations où en fait elle ne s'applique pas, où elle ne tient pas la route? Oui, bien sûr, il y a des exceptions importantes. Le cas le plus connu, c'est celui des salariés à temps partiel. Ah oui? Pourquoi eux? Pour quelqu'un qui travaille à temps partiel, lui interdire de compléter ses revenus ailleurs, c'est souvent considéré comme une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail. Donc pour un temps partiel, c'est quasi impossible d'avoir une clause d'exclusivité valide. C'est très difficile à justifier, oui. Pas totalement impossible, mais l'employeur devrait vraiment prouver qu'elle est indispensable et parfaitement proportionnée, ce qui est rare. D'accord. D'autres cas? Oui, pense au congé pour création ou reprise d'entreprise. Pendant ce congé spécifique, la clause d'exclusivité est suspendue. Le salarié peut donc lancer son activité. Ah, intéressant. Mais il y a une limite, j'imagine. Oui, attention. L'obligation de loyauté, elle, reste bien active. Pas question de créer une entreprise qui viendrait directement concurrencer et nuire à l'employeur principal. Ok. Loyauté toujours. Compris. Et puis, évidemment, si une clause ne respecte pas une des conditions qu'on a vues, indispensable, justifiée, proportionnée, elle peut être déclarée nulle par un juge au prud'homme. Bon. Ça rassure de savoir qu'il y a ces garde-fous. Mais mettons, je reçois une offre d'emploi avec cette clause, où mon employeur actuel veut l'ajouter par un avenant. Est-ce que je suis obligé d'accepter? J'ai mon mot à dire? Ah oui, bien sûr. Le salarié n'est pas obligé de subir. Avant de signer le contrat initial, on peut toujours négocier, essayer de la faire retirer ou au moins de l'aménager. Et si c'est en cours de contrat, via un avenant? Là, c'est une modification du contrat de travail. Et une modification, ça demande l'accord des deux parties. Donc, le salarié a tout à fait le droit de refuser de signer cet avenant. Et refuser, ce n'est pas considéré comme une faute. On ne risque pas un licenciement. Non, absolument pas. Refuser une modification de son contrat de travail n'est pas une faute. C'est un droit. D'accord. Et si la clause est déjà dans mon contrat,
et je pense qu'elle n'est pas valide. Alors là, il faut la contester. Ça se passe devant le Conseil de prud'homme. Il faudra argumenter pourquoi elle ne respecte pas les conditions. Ok, très clair. Maintenant, imaginons le cas où la clause est bien là. Elle est valide. Mais le salarié, il passe outre. Il prend un deuxième job quand même. Quels sont les risques? Si la clause est valable et que le salarié ne la respecte pas, là oui, il s'expose à des problèmes. Ça peut aller d'une simple sanction disciplinaire comme un avertissement Mhm. jusqu'à un licenciement. Et ça peut même être qualifié de faute grave dans certains cas, ce qui a des conséquences sur les indemnités. Ah oui, d'accord. Faute grave, carrément. Et qu'il a subi un préjudice à cause de ça, il pourrait demander des dommages et intérêts. Ok. Et si la clause n'était finalement pas valide? Ah! Si la clause est jugée non valide, alors le salarié ne risque rien pour l'avoir violée. Mais attention, je le redis, l'obligation générale de loyauté, elle existe toujours. On ne peut pas faire n'importe quoi, notamment pas de concurrence déloyale. Bien noté. Une dernière question pratique qui revient souvent. Quid du congé sabbatique? On prend une longue pause, le contrat est suspendu. Est-ce qu'on est libéré de cette clause pendant ce temps? C'est une excellente question. Et la réponse peut surprendre. Pendant un congé sabbatique, le contrat est suspendu, oui. Pas de travail, pas de salaire. Mais Mais. la plupart des obligations contractuelles subsistent, y compris l'obligation de loyauté, et oui, y compris la clause d'exclusivité. Ah bon? Même pendant le sabbatique? Oui. Sauf si, bien sûr, l'employeur a donné son accord écrit pour que le salarié exerce une autre activité pendant cette période. Sans cet accord écrit, la clause reste applicable. D'accord. C'est bon à savoir ça. C'est un peu contre-intuitif. Bon, si on essaye de résumer tout ça. La clause exclusivité, c'est un outil puissant pour l'employeur. Ça limite vraiment la possibilité d'avoir une autre activité pro. C'est ça. Mais son utilisation est quand même très encadrée par la loi. Il faut qu'elle soit justifiée, proportionnée, et même là, il y a des exceptions importantes, comme le temps partiel, et des possibilités de refuser ou contester. Tout à fait. C'est vraiment un équilibre à trouver. Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour finir. Oui. Tiens, cet équilibre face au changement actuel du monde du travail. Tu penses à quoi? Au freelancing, ce genre de choses? Oui, voilà. La montée du freelancing, le fait que de plus en plus de gens cherchent ou sont obligés d'avoir plusieurs activités. Est-ce que cette clause qui a été pensée pour un modèle salarial peut-être plus classique, est-ce qu'elle est toujours bien adaptée? Mhm. Ou est-ce qu'il faudrait la repenser un peu pour qu'elle colle mieux aux réalités économiques d'aujourd'hui et aussi aux aspirations des travailleurs qui veulent peut-être plus de flexibilité, plus d'autonomie? C'est une vraie question. Ça dépasse le simple juridique, en effet. Ça touche à l'évolution même du travail. Exactement. C'est une piste de réflexion, je crois.